Donc nous reprenons les hostilités avec le thème du fétichisme chez Marx. 3 conférences, cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vous donne les titres des 3 conférences. Aujourd'hui, j'ai appelé ça la machinerie intellectuelle du fétichisme. La semaine prochaine, ce sera le théâtre shakespearien du fétichisme, qui sera consacré à la présentation des 3 grandes formes de fétichisme. Le fétichisme de la marchandise, le fétichisme de la monnaie et le fétichisme du capital. Ce sont les 3 grands fétichismes que Marx analyse dans le Capital. Et dans 15 jours, l'antre prolétarien du fétichisme, les thèmes seront différents, le marché du travail, le contrat de travail, l'emploi en particulier. Les 3 conférences en question s'appuient toutes sur un livre de Bernard Vasseur, Du monde capitaliste comme religion, ou, le sous-titre, ou comment célébrer la richesse en effaçant ce qu'il a produit. Aux éditions de l'Humanité, c'est un livre qui est paru en 2000, il n'y a pas très longtemps, en 2021, 22 ou 23. Bon, je retrouve plus, mais c'est assez récent. Donc, je ne désespère pas d'ailleurs de vous proposer un jour un tiré à part des 3 conférences, puisque j'ai transmis les 3 conférences à l'auteur, à Bernard Vasseur, puisqu'en fait les 3 conférences sont, pour ainsi dire, un abrégé de son livre. Dans la phrase que tu as prononcée, comment il faut comprendre en effaçant ce qu'il a produit? En invisibilisant. Concrètement, ça veut dire? Eh bien, en retirant du débat public, puisque ce qu'il a produit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a en tête? C'est le travail des producteurs dans le monde de la production. Et on invisibilise, c'est tout l'objet de ce que je vais expliquer. Donc quand on fabrique une voiture, la voiture a une valeur, mais on fait abstraction des gens qui l'ont fabriquée, c'est dans ce sens-là? C'est à peu près ça. Au lieu de célébrer le travail des travailleurs, ouais. Eh bien non. Ah oui. On célèbre la marchandise. La marchandise. Mais entre-toi ça dans le... Tu vois, c'est ça qu'on célèbre. Tout le problème est là. C'est que... mais on va y venir. C'est un des grands axes de la conférence d'aujourd'hui d'ailleurs. Au lieu de dire, regardez, il y a quelquefois des émissions à la télévision qui l'ont fait d'ailleurs. Hein. Regardez le travail des mineurs, des sidérurgistes, ou bien, je le relève, le week-end, l'émission de Bernard Delahousse, la France de je ne sais pas quoi. La France vue dans... Non, pas ça, mais la France... Bon, cette émission, elle a une caractéristique particulière, c'est que c'est une des très rares émissions des grands médias, des masses médias, à mettre en scène à la télévision, le week-end, à 1 heure de grande écoute, le travail des travailleurs. On voit des infirmières, mais aussi des ouvriers, on voit des sportifs, on voit toutes sortes de choses, mais on voit des travailleurs dans cette émission. C'est extrêmement rare, donc il faut le souligner, il faut rendre hommage à ce choix éditorial. Bon, mais le cas général, c'est pas ça du tout. Le cas général, c'est que une fois que
la marchandise est produite, eh bien, c'est la marchandise que l'on adule. Alors, si je peux me permettre, mais c'est un petit clin d'œil, c'est pas possible, vous vous êtes mis d'accord, parce qu'il pose le problème. Non, on s'est pas mis d'accord. On s'est pas mis d'accord. Non, mais C'est souvent, cette phrase suscite un questionnement et quand je ne les garde pas pour moi, mais je les partage. C'est bravo. Parce que moi, j'aime bien comprendre quand j'entends une phrase, au lieu de dire ça doit être ça, je vérifie. Ils sont en phase, hein, il y a pas... Ça me fait penser à un certain film qui met en évidence la réalisation des chemins de fer au Congo pour le transport des marchandises. Ah oui, je l'ai vu ce truc. Et je l'ai- Incroyable. Il y a des milliers de de morts. on les a maltraités, Par on le les a niveau des exploités. réalisations pour Incroyable. transporter Ah oui. les produits dont Ah la oui. France avait besoin. Je l'ai mis sur mon profil Facebook cette semaine. Enfin, c'est toi qui me l'as passé. Je l'ai mis sur mon profil Ah, je Facebook. l'ai vu, Très, incroyable. film très intéressant. Les colonialistes, c'était vrai, les esclavagistes. Les esclavagistes. Ah, carrément, carrément. C'était... Donc je vous disais Il que les pâte, il les tue, il les trucide parce que c'est pas assez vite. Ben, c'est- voilà. Ouais, bah, pourquoi En plus, c'est- ils n'ont rien à manger, ces pauvres-là. On leur demande de bosser comme des fous, mais là, on n'a rien à manger pour avoir de la force. Ils n'avaient pas de Mais qu'est-ce que ça fait? Ils sont pleins là-bas à chercher du travail. Là, pas c'est grave, une émission pas aussi grave. où on parle des gens qui ont fabriqué le chemin de fer du Congo Oui, oui. sous la férule de colons français. Hein. ouais. Ah oui, incroyable. Ils se faisaient Bien que vous transporter en parlez. par les J'ai bonhommes, oublié un peu, 4-5 mais bonhommes c'est vraiment traversaient le une sujet, rivière. hein. Mais c'est dans le sujet. Hein. Ah oui. Et après, ils viennent te C'est dire dans le qu'ils ont sujet. fait, ils ont apporté Donc les des trois richesses. conférences, je vous disais, elles constituent un abrégé de ce livre. J'ai transmis les conférences à l'auteur qui, on va dire, a applaudi des deux mains. Ouais, Et- je confirme. Il raconte pas de Et débat. qui envisage même, qui m'a demandé si j'étais d'accord, pour qu'on les publie. Donc on va voir si il est en capacité de donner une suite à ce projet. Pour le moment, je n'en sais encore rien. Mais s'il y a une suite, eh bien, je vous en ferai bénéficier. Donc, aujourd'hui, la machinerie intellectuelle du fétichisme, je vais organiser mon propos en deux parties. Première partie, les concepts économiques généraux qui permettent de penser le fétichisme. Et deuxième partie, les concepts spécifiques que Marx invente pour penser le fétichisme proprement dit. Mais vous voyez que je suis obligé de prévoir une première partie qui est une marge d'approche au cours de laquelle je vais présenter des concepts économiques généraux qui ne sont pas encore spécifiquement ceux du fétichisme, mais qui sont indispensables. Alors, il y a encore un autre préalable que je dois faire, c'est parler du mot fétiche et fétichisme. Donc pour éviter les équivoques, les méprises. Un fétiche, bon, définition classique, banale, de dictionnaire lambda. Un fétichisme, un fétiche, c'est un objet. Alors, l'objet, médaille, image, mascotte, poupée, bague, etc., etc. Culotte des femmes, Voilà. souliers bien connus. Hein. Ouais. Des hommes qui volent oui, ça, les c'est culottes qui vrai. sont accrochées pour les sécher. Voilà. C'est du fétichisme. Hein. Voilà. C'est un objet auquel un... Bien informé, hein. Ah ouais, On doit avoir une sacrée trouille des femmes aussi. Hein. ouais. C'est un objet auquel un individu prête une sorte de pouvoir mystérieux, inexplicable. On pourrait aussi parler de gris-gris. Et amulette. Dans l'exemple que tu prends, ça serait plutôt un gris-gris, un porte-bonheur, Oui. pourquoi pas, une amulette Une ou un médaille. talisman.
Ou une médaille. La Oui, médaille oui. de Saint-Christophe. Voilà. Chez Marx, le fétichisme, il tient de ça, ce va de soi, mais il fait référence à un livre qui était paru au XVIIIe siècle, en 1780, publié par Charles de Brosse, sous le titre du culte des dieux fétiches, qui portait ce livre de Charles de Brosse sur les sociétés primitives. Marx reprend le terme de Brosse, de fétichisme, mais alors que de Brosse l'appliquait aux sociétés primitives, Marx, qui est un provocateur, l'applique à la société capitaliste développée. C'est histoire de dire aux capitalistes, vous vous prenez pour des gens développés, cultiver tout ce qu'on veut. Moi, j'applique un concept forgé pour les sociétés primitives, je vous l'applique à vous. Voilà. Bon, ça c'est pour la définition du mot fétiche et fétichisme. Les concepts économiques généraux. Vous avez le schéma que je vous ai distribué, il est également là. Je vous le commente. À la base de ce schéma, vous avez d'une part les capitalistes et d'autre part les prolétaires. Donc les capitalistes, moi je les saisis sous un angle très spécifique, bien entendu, qui est celui que adopte Marx, c'est-à-dire comme en tant que propriétaire des moyens de production et d'échange. Propriétaire des moyens de production et d'échange. Les prolétaires, moi je les saisis aussi sous un angle spécifique, de marxien également, propriétaires de leur force de travail. Pour ce qui est des capitalistes propriétaires des moyens de production et d'échange, je pense que ça n'appelle pas de commentaire vraiment particulier, c'est une notion que chacun peut avoir. Pour ce qui est des prolétaires, j'y viendrai tout à l'heure, ça appelle peut-être plus de commentaires. Au sommet, pour le moment je m'en tiens à un commentaire rapide. Au sommet, marché des marchandises, et comme commentaire, j'ai mis juge de paix de la valeur sous la forme de la valeur d'échange. Nous allons commenter ça. Juge de paix de la valeur des marchandises sous la forme de la valeur d'échange. Je vous invite à retenir tout de suite que là, vous avez deux notions, valeur et valeur d'échange. Elles ne sont pas mentionnées au hasard. On va y revenir. Et puis, il y a tout l'entre-deux. Dans l'entre-deux, il y a le marché du travail et la production des marchandises, le monde de la production, que nous évoquions rapidement tout à l'heure. En ce qui concerne le marché du travail, deux remarques. C'est un monde ou un univers ou une sphère qui fonctionne dans l'élément de la division du travail social, c'est-à-dire que pour évoluer dans le marché du travail, eh bien, il faut toujours dire, moi, je cherche un emploi d'ouvrier, ou bien je cherche un emploi d'employé, ou bien je cherche un emploi d'ingénieur, etc., etc. Forcément qu'on est obligé de se raccrocher à une nomenclature des emplois. Je me pose la question sur la définition du capitaliste. Je pense à, mettons, un agriculteur de l'arrière-pays de Nice qui a hérité de sa famille un petit lopin de terre. Il a des poules qui vont faire des œufs, il fait des carottes, il fait des fruits. Il va les vendre au marché de, je sais pas, de Saint-Roch. Voilà. Il est propriétaire de ce outil de travail, mais en même temps, il utilise sa propre force de travail pour vendre ce qu'il a fabriqué. Est-ce que c'est pour autant un capitaliste? Non. Alors, le capitaliste, c'est celui qui est
de manière franche, sans bavure, sans nuance, qui est dans une logique qu'on va tout à l'heure décrire, hein, de quelqu'un qui a un capital, qui va l'investir dans une branche de production pour en retirer un capital accru, augmenté. Voilà. C'est pas pour survivre comme exemple que je disais. Non, ne font pas partie des capitalistes, donc ce que tu dis, le petit paysan, l'artisan qui a une petite entreprise qui éventuellement n'a pas de salariés, même s'il en avait 5 ou 10, ça ne change pas grand-chose. Non. Même s'il en avait 20, ça ne change pas grand-chose. Ce gars-là, il est dominé par toutes les logiques de marché, d'approvisionnement, de force de travail à recruter, à payer, crédit, etc. Voilà. Il est dominé de partout. Et en plus, il engage sa propre force de travail. N'en font pas partie non. Alors, jusqu'où ça va? Voilà, problème de limite. Problème de limite, jusqu'où ça va? Moi, j'ai un peu plus ou moins tendance à penser que jusqu'à 50 ou 100 ou 150 employés, pour moi, ce ne sont pas des capitalistes vraiment. Ce sont des simili-capitalistes. Peut-être qu'ils se la pètent grave. Ils se la pètent grave. La petite bourgeoisie. Attention. Ah oui, ça c'est clair. Ils se la pètent grave. Mais ce n'en sont pas. À la première bourrasque, ce sont des gens qui prennent le bouillon. Ce sont des pauvres malheureux, ils s'illusionnent. Formellement, ouais, allez, formellement, mais franchement non. Ce sont des gens, ils font pas le poids, quoi. Tout le monde leur dicte leurs lois. C'est un peu l'histoire des auto-entrepreneurs. Bon, alors là, les auto-entrepreneurs, j'en parle même pas, pour moi ce sont des esclaves. Exactement, parce que si ça plus cher qu'un salarié, on ne les prend pas. Oui, puis ils n'ont pas les mêmes avantages. Donc, le marché du travail fonctionne dans l'élément de la division sociale du travail. Bon, bah, la division sociale du travail, c'est peut-être qu'il y a aujourd'hui dans ce pays peut-être 10 ou 15 000 emplois différents. Hein. Peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien. Et la deuxième remarque rapide à propos du marché du travail, c'est que il fonctionne autour d'une notion forte qui est le contrat de travail. Donc, le marché du travail donne lieu à l'achat et à la vente de la force de travail pour conclure un contrat de travail. Voilà. Donc, notion de contrat de travail, notion d'achat et de vente de la force de travail. En ce qui concerne la production des marchandises, deux remarques également, mais qui vont faire l'objet de commentaires. Dans le monde de la production des marchandises, on va dire que se déploient deux formes de travail, mais dans le même mouvement, bien entendu. C'est pas une première forme, puis ensuite la deuxième. Travail concret et travail abstrait. Ça, je suis dans Marx, hein, toujours. Hein. Travail concret, c'est le fait que quand vous produisez quelque chose, eh bien, vous produisez une table. Cette table, sa valeur d'usage, c'est qu'elle nous sert, elle nous sert de table, hein, là je tourne en rond, pour poser des choses, etc. Ou bien vous produisez un siège, bien. Ou vous produisez un téléphone portable, bien sûr, etc., etc., etc. Bon. Mais vous produisez une table, c'est sa valeur d'usage. Et il y a aussi du travail abstrait qui s'est déployé en même temps, inextricablement entrelacé avec le travail concret. Le travail concret, je viens de dire, il débouche sur une valeur d'usage. Mais le travail abstrait, sur quoi il débouche? Sur la valeur, tout court.
qui était quelque part, ici, sur la valeur tout court. La valeur de cette table, c'est qu'elle coûte, mettons, 250 €. C'est cher. Eh oui. Je ne te prendrai pas comme gestionnaire. Hein? Je ne te prendrai pas comme gestionnaire. Tu fais des achats comme ça. Alors, mettons, 150 €. Mais même pas. T'es moins sûr de ton truc, là. Allez, d'occasion. Oui. Bon, donc... Il faut bien dégager un profit. C'est un capitaliste. donc, valeur, travail concret, valeur d'usage, travail abstrait, valeur tout court. On va y revenir. Et la deuxième remarque, c'est que dans le monde du travail, la journée de travail peut être analysée en deux parties. Vous avez une partie que Marx appelle le temps de travail nécessaire. Il correspond à quoi? Il correspond au temps qu'il faut pour créer la valeur que le capitaliste va donner à son ouvrier pour renouveler sa force de travail. Si l'ouvrier doit dépenser, allez, on va dire 75 € pour renouveler sa force de travail, bon, tu chipotes pas là? Mais ça dépend où tu es. À Nice, Voilà. non. Ah oui, voilà. Si l'ouvrier doit dépenser 75 € pour renouveler, on va dire pour manger, s'habiller, dormir, se loger, etc. Bon, je sais bien, ça se raisonne pas à la journée, hein, mais peu importe. Eh bien, le patron va lui donner ses 75 €. Si l'ouvrier crée cette valeur en 4 heures dans la journée, les 4 heures, c'est le temps de travail nécessaire pour payer les frais que l'ouvrier engage pour renouveler sa force de travail et venir réembaucher le lendemain matin. Bien. Au-delà de ces 4 heures, c'est le temps de surtravail. Ouais. Là, c'est le patron qui l'empoche. Voilà. Bon, on va revenir sur tout ça. Je disais tout à l'heure, les propriétaires capitalistes, les capitalistes propriétaires des moyens de production, c'est une formule assez reçue, mais les prolétaires propriétaires de leur force de travail, eh bien, il y a plein de gens que cette formule peut étonner. Premièrement, parce qu'il y a plein de gens qui ne se sont jamais dit que les prolétaires étaient propriétaires de leur force de travail. Interrogez les gens autour de vous. Combien en trouverez-vous qui vont vous dire que leurs compétences, leur capacité à travailler, leur telle ou telle habileté, telle ou telle connaissance, tel ou tel savoir-faire, enfin bon, ou tour de main, etc., telle ou telle connaissance d'un processus complexe, enfin, etc. Combien en trouverez-vous qui revendiqueront la propriété de cette chose-là? Vous risquez d'être surpris. Mais non, mais c'est logique parce que, si tu veux, ça c'est ce qui est destiné à manger. Or, la faim, l'appétit n'attend pas. Tu ne peux pas attendre le lendemain avant non plus le lendemain et vivre la veille. Donc, Non, il y a aussi l'impératif que ce qui te sert à renouveler la force de travail, c'est ce qui te sert à renouveler et à faire durer ta vie. C'est ça qui est impératif. Voilà. L'autre raison pour laquelle cela peut surprendre, c'est que, en toute logique, le lien entre les capacités ou la propriété de sa force de travail et l'individu n'est pas si évident que ça. C'est un lien qui est moderne, qui date
l'érection du capitalisme au fil des siècles et qui date surtout des siècles où le capitalisme s'est imposé comme régime économique. Pourquoi ? Parce que il a quand même fallu que le droit bourgeois, après la Révolution française, distingue dans la personne le sujet de droit d'un côté, donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, le sujet de droit, la Déclaration des droits de l'homme, le sujet de droit, d'une part, et d'autre part, la marchandise force de travail. Le droit bourgeois, moderne, capitaliste, appelez-le comme vous voudrez, eh bien, il distingue cela. On dit, dans le droit de nos jours, le sujet de droit est réputé propriétaire de sa force de travail. Ce n'est pas le cas sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, c'est l'aristocrate, c'est le propriétaire, c'est le féodal, qui est le seigneur. Voilà, le mot que je cherchais, c'est le seigneur qui est propriétaire. Bon, dans l'Antiquité, c'est propriétaire de la personne comme ça, hein, sans détail. C'est l'esclavage. Puis après, avec le servage, le seigneur est propriétaire. Il dispose à sa guise de la capacité de travail globale de la personne. Avec le capitalisme, on dit autre chose. On dit, vous êtes libres. Nous sommes tous libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Si vous voulez travailler, mais travaillez. Si vous voulez travailler, travaillez. Nous avons pour vous une formule, c'est le contrat de travail. Vous le signez librement. Une fois que vous l'avez signé, attention, hein, vous avez signé, c'est pour en chier après. Donc, mais le contrat de travail est là. Vous l'avez signé en toute connaissance de cause. Et ce contrat de travail, ensuite, nous permet à nous, les employeurs, de disposer de votre temps. Quand on dit en toute connaissance de cause, le type qui n'a pas de travail et on lui propose qu'il travaille dans de mauvaises conditions, il accepte, bon, je veux dire, ah oui, en mais toute connaissance de cause, des mauvaises conditions qu'il a, peut-être. Hein. il a signé, oui ou non? Ah oui, il a signé. Eh ben, il Mais il a ne pouvait pas signé. faire autrement parce qu'il faut qu'il vive. Et Pour oui, qu'il fasse vivre sa famille et ses enfants. c'est tout l'objet, c'est tout l'objet, évidemment, de ce qu'on a évoqué à Garibaldi en février, le temps des ouvriers, la prolétarisation, le phénomène de prolétarisation. Évidemment que là, les prolétaires, propriétaires de leur force de travail. Oui, Ouais. c'est mort. Bon, Une belle formule. on y reviendra. On y reviendra. Mais ça, c'est pour la fin de la conférence. Mais enfin, quand même, il y a une limite à ça, ça a été fait par les conventions collectives. Oui. Nationales. Ça limite, parce que c'est un droit, c'est un contrat de travail, mais qui est collectif par rapport aux salariés. Donc ça donne plus de défense que celui qui a un contrat de travail à titre personnel et individuel. Bien sûr, là je parlais implicitement de la situation au 18e, 17e, 18e, 19e. Évidemment qu'au 20e sont intervenues tout un tas de mesures relevant de ce que l'on a appelé l'État-prévidence, l'État-prévidence ou État social de droit, qui ont considérablement amélioré la situation, sur lesquelles l'État aujourd'hui d'ailleurs revient. Bien sûr. Alors, le marché des marchandises, c'est un aboutissement, vous voyez le sens des flèches, ça va du bas vers le haut, hein. C'est un aboutissement. Tout ce qui est produit dans la société, là
je dis des banalités bien sûr, hein. Tout ce qui est produit dans la société, c'est en vue du marché, c'est l'instance où tout s'achète et tout se vend, et du même coup c'est une instance qui nous rapproche. Nous y passons tous par le marché. Ça rapproche tout le monde. Nous sommes dans une société de marché, société de consommation aussi. Alors il y a une petite contradiction à ce niveau-là, c'est laquelle? C'est que le marché des marchandises nous rapproche tous, mais la sphère de la production, elle ne nous rapproche pas vraiment. Elle est dans une autre logique. Chacun, boutique ou manage sa petite entreprise comme il l'entend. Vous en avez qui se lancent dans la sidérurgie, dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans le tertiaire, etc. etc. Bon. Et encore, je simplifie énormément. Vous avez parmi tous ceux qui se lancent dans l'industrie, vous en avez une foule innombrable qui s'y prennent de manière diverses et variées. Chacun sa façon de voir les choses. Il y en a qui pensent qu'ils vont produire telle ou telle marchandise, tel ou tel produit, et que ça va faire un malheur, etc. etc. Enfin bref, chacun y va de son projet, de son idée. Bien, ça, le monde de la production, ce n'est pas un monde qui nous rapproche. Chacun va dans sa direction. Oui mais, au-dessus, il y a le marché des marchandises. C'est bien beau de produire des produits, des marchandises, mais encore faut-il que, une fois qu'ils sortent de l'atelier, il faut qu'ils subissent l'épreuve du marché. C'est pas gagné. On le sait tous. Il y a des entreprises qui, l'épreuve du marché, ne la surmontent pas. Bien entendu. Bien. Produit trop cher, produit trop banal, produit trop ceci, trop cela. Ne rentrons pas dans ces questions-là. Mais le produit ne trouve pas, comme on dit, il n'a pas trouvé son marché. Casino a fermé. Casino a fermé, c'est parce que là, c'est... Oui, c'est financier. C'est financier. C'est pas le titre. C'est je ne sais combien de milliards, de dizaines de milliards. J'ai pensé à ce que Casino était 15 à 20% plus cher pour les mêmes produits qu'on pouvait acheter ailleurs. Non, mais ça peut se faire. Galeries Lafayette aussi, etc. Mais le patron Jean-Charles Naouri avait fait une première société qui contrôle une deuxième, qui contrôle une troisième, et à chaque fois les dettes étaient réparties ceci, cela, et à un certain moment les dettes, il y a des échéances, et il a accumulé tellement de dettes, et bon. Oui. Donc, Intermarché, Auchan récupère, c'est pas un problème. Bon, donc la production c'est une chose, avec des logiques innombrables, et le marché des marchandises, l'épreuve du marché c'en est une autre. Là, il faut que la valeur du produit, de la marchandise, convainque les acteurs du marché. Il faut qu'elle trouve son marché, sa clientèle. Et ce n'est que sur le marché que la valeur d'une marchandise va être attestée. Sous quelle forme? Sous la forme de la valeur d'échange. Pourquoi distinguer valeur et valeur d'échange? Valeur, tout court, c'est le temps de travail socialement nécessaire pour produire la marchandise. Valeur d'échange, eh bien, c'est la valeur qui s'exprime au moment de l'échange, valeur d'échange au moment de l'échange, avec tous les aléas qui vont avec. Si vous mettez sur le marché une marchandise, alors que le marché est en situation d'excès d'offres, ça risque de ne pas le faire, parce que il faudra vraiment que votre marchandise soit extra super pour qu'elle trouve son marché.
Ou il baisse le prix. À moins de baisser le prix. Et auquel cas, si vous baissez votre prix, que va-t-il en être? On gagne moins. On gagne moins. Voilà, que va-t-il en être de votre marge? Voilà, problème. Donc, c'est tous ces aléas-là qui s'expriment au moment du marché. La valeur d'échange, on peut prendre le cas inverse. Pendant le Covid, il y a des marchandises qui se sont bien vendues. Elles étaient en déficit, enfin disons, elles manquaient. Et j'ai plus d'exemples en tête, mais j'ai souvenir qu'il y avait de la spéculation, une petite tendance à la spéculation Le gel hydro. chez les pharmaciens ou d'autres, etc. Bon, voilà, là c'est une circonstance particulière, fugace, bien sûr, ça a duré que quelques mois. Mais donc, là la valeur d'échange, elle s'est trouvée un petit peu augmentée. Ça a fait du bien à certains. Donc, valeur et valeur d'échange. Ce que j'ai pas compris, c'est quand tu dis valeur, donc c'est la valeur, la valeur de travail, mais est-ce que dedans tu inclus les investissements? Oui. Et alors l'investissement, c'est ce que j'ai pas compris. Donc Marx il dit que l'investissement c'est déjà aussi de la valeur de travail, alors que Du travail mort. Alors que acheter un terrain, construire un bâtiment. Admettons pour les microprocesseurs, tu dépenses 3-4 milliards de dollars de recherche, mais une fois que le produit est au point et qu'on a acheté des machines qui coûtent des fortunes, 500 millions de dollars, après produire un microprocesseur, c'est 1 centime. Bien sûr. Mais on ne peut pas calculer sur 1 centime. On est en train de mélanger des notions. Oui. Voilà, quand tu dis valeur, est-ce que Marx, j'ai l'impression qu'il inclut l'investissement, mais que l'investissement c'est déjà aussi du travail. C'est ce que j'ai pas compris. Alors, on est en train de mélanger des notions différentes. Marx peut inclure ça à certains moments, mais c'est pas la même notion. C'est la notion de l'économie classique de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la différence entre ce que le patron met en œuvre au total comme moyen et ce qu'il récupère. Voilà. Bien. Ça inclut les investissements, ça inclut tout. Hein, tout ce qui est engagé. La valeur de la marchandise au sens de Marx, c'est le temps de travail socialement nécessaire. Ça n'inclut pas le travail mort, les moyens de production. Le terrain, le bâtiment. Le terrain, les bâtiments, etc. C'est pas la même chose. Ça, quand on inclut ça, ce qu'on calcule, c'est autre chose. C'est une valeur ajoutée. Oui, mais alors quand est-ce que Marx en parle? C'est ça ce que je comprends pas. De la valeur ajoutée, il en parle à d'autres moments, mais pas au moment où je suis moi, par exemple. C'est là, je suis sur le livre 1 du Capital, le chapitre 1 en fait. Je décris le statut de la marchandise. Et je suis juste là-dessus. La circulation... Non, parce que lui, il dit que même le terrain, c'est aussi du travail. Il dit que c'est du travail mort. Que même le bâtiment, c'est le travail qui se matérialise dans ce bâtiment. Parce que au départ, c'est quoi? C'est un arbre. Et puis à la fin, on a une maison. Donc entre les deux, il y a bien du travail. Bien sûr. Le terrain, il n'a pas de valeur. Il n'a de valeur que si il y a du travail dessus. Et Marx dit que c'est du travail mort, les investissements, puisque il a fallu les produire, les machines, etc., les locaux, les hangars, etc. Il a fallu les produire. C'est un travail à un moment donné. Hein, c'est une industrie intermédiaire. C'est une branche d'industrie intermédiaire. Voilà, pour lui, tout est travail. Tout est travail, tout se résout dans du travail. Mais quand il calcule le prix de la marchandise, non pas la valeur ajoutée, mais le prix de la valeur, la valeur travail de la marchandise, lui, il compte le travail qui a été engagé dans... Et cristallisé dans le lieu de travail. Bon, mais la valeur ajoutée, il s'en occupe aussi, bien entendu, puisqu'il parle à un moment donné
du profit, du taux de profit, De la plus-value. de la plus-value, de la tendance à la baisse du taux de profit, etc., etc. C'est ce qui a fait la crise de 72, hein, c'est que Voilà. le taux de profit était bloqué. Donc, j'avance. Le marché est le juge de paix de la valeur et retenez bien cette articulation entre valeur et valeur d'échange. On va dire que la valeur d'échange, elle a tendance à tourner autour de la valeur. Excuse-moi, pourquoi vous avez mis le mot paix dedans? I don't understand. Pourquoi juge de paix Oui. de la valeur? Mais Oui. pourquoi paix? Alors, le juge de paix, c'est une expression, c'est pour dire que le marché, c'est le moment où se révèle la vérité de la valeur. Juge de paix. Juge de paix, c'est une fonction dans la justice. C'est une fonction, un juge qui comment dire, qui règle des conflits. Locaux, les conflits locaux. C'est un juge, pas au tribunal de grande instance, mais souvent c'est dans des tribunaux de gestion du commerce. de tribunal de commerce, de gestion de conflits commerciaux. Donc il y a des juges de paix qui écoutent deux parties en conflit et qui décident qui a tort, qui a raison. Ah, ok, merci. Juge de paix. D'accord, ok, je sais pas. Tribunal de commerce, je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein. Peut-être. Mais pas au tribunal de grande instance. Le tribunal des affaires maritimes, c'est aussi local avec ça. Par exemple, peut-être aussi le tribunal des affaires maritimes. Peut-être des choses comme ça. D'accord, merci. Donc le marché, c'est le juge de paix de la valeur d'échange, de la valeur, sous la forme de la valeur d'échange. Et ce phénomène, il explique une chose fondamentale de notre société, c'est que c'est le marché des marchandises qui impose sa logique à toute la société. Avec les dérives qui peuvent exister. Avec toutes les dérives possibles et imaginables. C'est pas la logique de l'usine, des lieux de production qui domine la société. C'est la logique de la marchandise, du commerce, de la valeur, d'échange. La logique du marché des marchandises. Avec l'illusion, le décalage ou l'illusion que j'ai évoqué il y a quelques secondes, c'est que ce n'est pas au niveau du marché des marchandises que la valeur est créée, c'est au niveau de l'entreprise. Donc, le marché des marchandises régente tout, sauf que ce n'est pas lui qui crée la valeur. On a l'impression que c'est lui, mais ce n'est pas vrai. C'est l'atelier, c'est l'usine, l'entreprise, le bureau qui crée la valeur. Il modifie la valeur, parce que selon la façon de présenter au marché, présenter ceci ou cela, il modifie. Mais aussi, d'après ce que tu dis, il y a eu quand même une première période où c'est quand même la production, qui donnait le ton de la société, parce qu'à une certaine époque, dès que c'était produit, c'était vendu. Aussi bien des produits agricoles, Le charbon, par exemple. le charbon, enfin des choses. Donc il y avait le marché, lui, c'était une caisse enregistreuse. Enfin, il n'avait pas de valeur vraiment Non, je suis là. lui-même. C'est à partir du moment où il y a eu de la surproduction que là, le marché a pris une indépendance et une valeur productive lui-même, justement pour mettre en valeur tel produit ou ceci, ou faire des promotions, ou même voilà. D'accord. Alors j'en viens maintenant au marché du travail qui est au milieu et à la production des marchandises. Alors, vas-y. Parce que il y a... Parce que on a parlé de Marx à propos Ouais, du... on n'a pas le même exemplaire, on est handicapé. Non, vas-y, tu dis ça.
Oui, oui. J'en viens maintenant au marché de travail et à la production de marchandises, au milieu de mon schéma. C'est lui qui parle, hein. C'est le monde du travail concret. Celui du meunier pour produire de la farine, celui du viticulteur pour produire du vin. Chaque travailleur effectue un travail concret, particulier, qui produit une valeur d'usage particulière. Sous l'angle de leur valeur d'usage, les marchandises en question sont essentiellement incomparables entre elles, incommensurables. Pour penser l'échange et le marché, on a donc besoin d'un autre concept que celui de travail concret. On a besoin d'un concept de travail abstrait que j'ai mentionné. C'est lui qui va déterminer la valeur. Alors le travail abstrait, pour le définir, on va dire, c'est le travail quand on le pense séparément de la diversité infinie de tous les travaux concrets. Par exemple, quand Marx, Hugues le disait que, tout à l'heure avec le meunier qui produit de la farine ou le viticulteur qui produit du vin, ça ce sont des exemples de Marx. Travaux concrets, travail concret du meunier, travail concret du viticulteur. Mais essayons de nous échapper de tout cela. Essayons de penser le travail de manière abstraite, séparément de tous ces aspects concrets. Eh bien, c'est là où nous accédons à cette notion de travail abstrait. C'est-à-dire un travail humain, égal, un travail tout simplement humain. La formule de Marx, c'est un travail humain égal. Et dans cette condition-là, on peut commencer à rendre comparables des travaux différents. Le vin et la farine, sous l'éclairage de la notion de travail abstrait, je peux les rendre comparables. Comment? Parce que du travail humain, je vais le rabattre sur sa durée. 1 heure, 2 heures, 3 heures de travail. Je vais le rabattre sur sa durée et je vais dire, pour produire un quintal de farine, il faut tant d'heures, pour produire un quintal de vin, il faut tant d'heures. Et je vais donc pouvoir comparer la valeur d'un quintal de farine et d'un quintal de vin. Le travail abstrait, c'est ça. C'est cette opération-là qui permet d'effectuer. Ça voudrait dire la valeur du travail est égale quel que soit le métier. Non. D'après ce que tu dis. Alors, on ne va pas complètement dire ça. Marx oui, parce distingue... qu'il y a la productivité. Si celui qui fait le raisin, il a des machines et qui produit... Non. On ne va pas complètement dire ça. Marx distingue des travaux simples et des travaux complexes. Et il dit le travail complexe va être considéré comme un multiple du travail simple. D'accord. Donc mieux payé. Oui, mieux payé. C'est plus compliqué que ça dans le capital, bien entendu, mais c'est ça l'idée générale. D'autre part, le temps de travail. Marx dit évidemment que si on s'en tient à la notion simple de temps de travail, le gars qui est empoté va gagner plus que le gars qui est... c'est ça, voilà, c'est la productivité, qui est habile. Hein? Vous voyez pourquoi? Puisque le type qui est empoté, il va mettre 4 heures pour faire quelque chose, et le type qui est habile, il va mettre que 2. Bon. Alors, Marx dit non, bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça marche, et il utilise la notion de temps de travail socialement nécessaire. Temps de travail socialement nécessaire. C'est-à-dire, on prend
une tâche à réaliser et on regarde comment ça se passe en moyenne dans la société pour un niveau d'équipement en machine moyen, pour un niveau d'habileté de l'ouvrier moyen, et on prend toutes les conditions moyennes. Et on appelle ça le temps de travail socialement nécessaire. Pas le temps de travail dans l'entreprise A, ou B, ou C, ou D, non. On prend le temps de travail nécessaire dans la société dans son ensemble. Et dans ces conditions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, je ne vais pas prendre un cas d'ouvrier, je vais prendre une entreprise. L'entreprise à laquelle il faut une journée entière pour assembler, on va dire une voiture, ou un camion plutôt qu'une voiture, puisque une voiture, à mon avis, il faut moins que ça, et peut-être en une demi-heure, une heure, c'est fait, je ne sais pas. Mais une entreprise à qui il faut une journée entière pour assembler un camion, et l'autre à laquelle c'est fait en une demi-journée, admettons, hein, mes deux exemples sont peut-être idiots l'un et l'autre, mais peu importe, eh bien, l'entreprise à qui, et admettons que le temps de travail socialement nécessaire, ce soit entre les deux, ou bien que ce soit une demi-journée. Je vais prendre un exemple clair. Admettons que le temps de travail socialement nécessaire, c'est une demi-journée. Eh bien, l'entreprise qui fait le boulot en une demi-journée, elle va percevoir, d'abord la valeur de son produit est en conformité avec les repères du marché, et elle va percevoir une somme d'argent qui va découler de ça. Alors que l'entreprise à laquelle il lui faut une journée entière, elle va percevoir la même somme que l'autre entreprise, alors qu'elle a dépensé 2 fois plus de main-d'œuvre. C'est l'exemple de Ford. C'est l'exemple de Ford avec l'OST. Si j'arrive à diviser par 10, je crois, Ford divisé par 10, hein, oui, 4, 8, 10 selon le... au bout de... non, mais au bout de 6 mois, c'est 10. Hein. Mais au bout d'une semaine, c'est déjà divisé par 2. Hein, par 2. Bon, et au bout de 6 mois, Ford, c'est divisé par 10. Eh bien, si je divise par 10, là, je consomme, je dépense 10 fois moins de main-d'œuvre. N'empêche que je vais quand même vendre ma voiture au prix du marché de l'époque. Il avait cassé les prix. Hein. Il a cassé les prix, mais il est resté toujours dans une zone où il était très profitable. Donc, je peux casser les prix tout en restant extrêmement attractif. Hein. C'est ça ce que fait Ford. Quand il divise par 10, là, il est le roi, pendant quelque temps. Hein, pas pendant une éternité, je pense pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, guère plus. Hein, ça l'a pas empêché de faire fortune. Donc, le travail abstrait, c'est du travail humain, tout simplement. Travail abstrait, travail humain. Il faut préciser le temps de travail socialement nécessaire. Et donc, l'autre conséquence de ça, c'est que, il faut la signaler au passage, c'est que le système, dans la mesure où il ramène le travail, tous les travaux concrets, à du travail abstrait, humain, il les ramène tous à quelque chose qui est d'une égale dignité. D'une égale dignité. En théorie, en tout cas. C'est-à-dire que tous les travaux peuvent être ramenés à quelque chose qui se compare, qui peut, disons, faire l'objet. Vas-y. Dans l'exemple que tu cites, une entreprise fabrique un camion en une journée, l'autre entreprise en une demi-journée. Les ouvriers sont payés de la même façon,
Mais quelle est la raison pourquoi les uns peuvent faire ça 2 fois plus rapidement? Parce qu'ils sont mieux équipés ou parce qu'ils travaillent plus vite? Et l'organisation? C'est sûr. Bon, il peut y avoir, oui, l'organisation, c'est surtout l'équipement. La plus-value extra. On a déjà parlé de ça, de la plus-value extra. Quand une entreprise bénéficie d'une machine dernier cri, moderne, elle peut réaliser une opération en 2 fois moins de temps que les autres. Elle va bénéficier, et donc avec tous les avantages que ça lui procure en termes d'argent, de retour sur investissement, etc. Bon, c'est une situation qui ne va pas s'éterniser, mais qui peut durer 1 an, 2 ans, éventuellement. À mon avis, plutôt 1 an que 2, hein, parce que les choses vont vite. Et pendant cette année-là, l'entreprise va empocher, donc terme de Marx, une plus-value extra. Ouais. Plus-value provisoire. Donc elle a un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel pendant un certain temps. Ça va augmenter son Un certain temps. D'accord. Ça va s'amenuiser jusqu'à disparaître. Sauf si elle trouve le moyen d'acheter encore une autre machine plus moderne. On l'a bien vu dans l'automatisation de l'industrie automobile. Hein. Oui, voilà. Les Japonais, tout à coup, ils fabriquaient beaucoup de voitures en peu de temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens? Il faut faire comme les Japonais. Bien sûr. Il y a le côté organisation, bien entendu. Oui. Le toyotisme, pour les voitures, le toyotisme C'est le Fordisme moderne. dans les années 80, de mémoire, bon, c'est une manière d'organiser la chaîne. D'organiser les fournisseurs. Alors le juste à temps, etc. Oui, tendu. Hein. C'est-à-dire d'organiser les fournisseurs, c'est-à-dire que Toyota ne produisait plus que 20% de la voiture. Voilà. Mais il ne produisait pas les pare-brises, Voilà. les pneus, etc. Les On freins. ne rentrons pas là-dedans. Hein. Ça, Et les c'est fournisseurs l'OST. étaient autour. C'est l'OST et le Fordisme, c'est pas le juste sujet. un petit peu, voilà, sur Ford, lui, son innovation, c'est qu'au lieu que les ouvriers se déplacent pour travailler sur C'est ça. à chaque étape, c'est plutôt la voiture, la machine qui se déplaçait, l'ouvrier restait au même endroit, donc il ne perdait pas de temps. En ça, il imitait les abattoirs de Chicago, voilà, où l'avion. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il payait ses ouvriers. Je vais pas en sortir. Il payait ses ouvriers quand même 50% de plus Oui. que la concurrence pour éviter. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y avait beaucoup d'absentéisme. C'est-à-dire que les ouvriers, enfin moi j'ai connu ça aussi à l'époque. On a vu ça. Mais on l'a déjà vu tout ça. Ah oui. On l'a déjà vu. Il y a une chose quand même. Il y a une citation. Allez, vas-y. Parce qu'il y a des citations de Marx quand même. Hein, alors, dans ce livre. Alors, il y en a une déjà à propos du capital. Mais il dit dans le Capital, le secret de l'expression de valeur, vous parlez de valeur tout à l'heure, hein, l'égalité et l'égale validité de tous les travaux, parce que, et pour autant que ceci soit du travail humain ou en général, ne peut être déchiffré qu'à partir du moment où le concept d'égalité humaine a acquis la solidité d'un préjugé populaire. Oui. Or, ceci n'est possible que dans une société où la forme marchandise est la forme générale du produit du travail, et où donc également c'est le rapport des hommes en tant que possesseurs de marchandises qui est le rapport social dominant. Vasseur synthétise encore les choses que vient de dire Hugues en les présentant comme 3 processus d'égalisation enchaînés. 1. On part de la différence de tous les travaux concrets pour remonter jusqu'au même travail abstrait qui est leur substance sociale commune. Tu comprends pas, je répète. On part de la différence de tous les travaux concrets pour remonter jusqu'au même travail abstrait qui est leur substance sociale commune. Travail abstrait, substance sociale commune. 2. Pour que ce travail identique puisse être conçu
est mise en pratique dans l'échange, il faut que les travailleurs qui l'accomplissent puissent être eux-mêmes égalisés. C'est Sujet de droit. C'est Marx qui dit tout ça. En 3, cette égalisation des travailleurs n'est elle-même possible que dans une société qui les considère comme des êtres humains au même titre, et donc comme égaux entre eux, au moins d'un certain point de vue. Voilà. Donc on a 3 processus: égalisation des choses, ça c'est le travail abstrait qui réalise cette égalisation des choses, des marchandises, l'égalisation des travailleurs, sujet de droit, et l'égalisation des êtres humains, tout simplement. Bon, je reviens sur le travail abstrait. On vient de voir que, quelle était sa position dans la machinerie du fétichisme, dans le système. Et nous avons dit que le travail abstrait s'achète et se vend sur le marché des marchandises. En réalité, j'ai précisé sur le marché du travail. On va y venir. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas dire sur le marché des marchandises ? Parce que le capitaliste, lui, il a besoin de mettre en piste ces éléments de travail avant le processus de production. Il faut qu'il se prépare. Il achète des moyens de production, il achète de la force de travail, des locaux, des ceci, des cela. Bien. Tout cela se passe avant le processus de production. C'est à ce moment-là que se situe le marché du travail, avant la production des marchandises. Donc il faut distinguer dans le marché des marchandises un sous-ensemble qui est le marché du travail, qui lui est déporté bien avant. Hein. Le marché des marchandises, c'est quelque chose de spécifique. Et donc là, je lui ai prévu une place particulière dans mon schéma. C'est l'investissement ou... C'est la préparation de l'acte de production. Hein. On achète une usine, on achète des machines, on recrute des personnes. Non mais c'est l'investissement ou c'est autre chose? Ça y est. Non mais l'investissement, l'investissement c'est les machines. C'est les machines, hein, c'est les bâtiments. Et puis, par ailleurs, il y a autre chose. Il faut prévoir des approvisionnements. Il y a des consommations intermédiaires. Mais ça, ce ne sont pas des investissements. Ça fait partie du fonctionnement proprement dit de l'entreprise. Ce qui est investissement, c'est quelque chose qui ne va pas être anéanti en un seul cycle de production. C'est quelque chose qui va se consommer tout doucement, cycle de production après cycle de production, et pour lequel on va prévoir un cycle d'amortissement. Donc ça c'est de l'investissement, investissement-amortissement. Bien. Et au début, il faut emprunter des sous aux banquiers. Ah, dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, que ce soit investissement, approvisionnement, etc., il faut emprunter. Aujourd'hui, en tous les cas, la marche des entreprises, c'est ça. Ça fonctionne essentiellement au crédit. Et l'approvisionnement, c'est différent. L'approvisionnement, les fluides, ils sont intégralement anéantis par le cycle de production. Eau, gaz, électricité, et je ne sais quoi encore. Tous les approvisionnements que l'on peut imaginer, ils sont anéantis par le cycle de production. Donc ça, ce n'est pas de l'investissement, c'est des frais, ce sont des charges de l'entreprise, des charges de fonctionnement. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la comptabilité des entreprises, mais ça va avec. Hein? Je ne dis pas de grosses bêtises, mais je ne suis pas un grand spécialiste non plus. Mais c'est bon. c'est bon. Voilà. Hein?
Donc, et tout ça se passe avant le procès de production. Oui, il y a le projet, voilà ce qu'on appelle le projet. Et là, je parle de le projet industriel. Bon, ça se passe avant le procès de production, raison pour laquelle le marché du travail, il faut le distinguer. Et ce marché du travail, il a une particularité extraordinaire, c'est quelque chose que j'ai évoqué au tout début, c'est que sur ce marché, les propriétaires, ce ne sont pas les capitalistes, ce sont les prolétaires. Ce sont les prolétaires qui vendent leur force de travail sur le marché du travail. Donc les capitalistes, ils sont propriétaires des moyens de production et d'échange. C'est tout. C'est tout. Au moment où nous sommes à la phase du projet industriel, les capitalistes ne sont propriétaires que des moyens de production et d'échange, de leur capital. Ils ne sont pas propriétaires de la main-d'œuvre, ils doivent l'acheter. Et le marché du travail sert à rapprocher ces deux protagonistes de base. Il sert à les rapprocher. Question. Que vendent-ils les travailleurs sur ce marché du travail? Question. Leur force de travail. Oui. Oui. Ou leur formation, par exemple. Oui. Non. Mais on pourrait imaginer qu'ils vendent autre chose. Par exemple, Leur savoir-faire. si on disait, si je dis, ils vendent du travail. Leur savoir-faire, oui, c'est pas bête. Ils vendent du travail concret. Du temps de travail. Oui, ça, c'est la bonne réponse. Mais Je sais pas pourquoi. essayons d'imaginer les mauvaises réponses. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les travailleurs vendent du travail concret? Par exemple, est-ce qu'ils vendent une corvée d'entretien des routes? Non. Non. Quand est-ce qu'on vendait une corvée d'entretien des routes? Sous l'Ancien Régime. Moyen-Âge. À vrai dire, j'exagère un tout petit peu, puisqu'on ne la vendait pas. Hein, puisque le Seigneur, il disait, toi là-bas, par ici. Ouais. Hein, c'est comme ça que ça se passait. Bon, il n'y avait pas d'achat et de vente. Mais en tout cas, il y avait au moins une contrepartie. Une petite contrepartie, qui était que il avait le droit de rester sur les terres du Seigneur, etc., etc. Il y avait des contreparties. Bon, donc je tire argument de ces contreparties pour faire un rapprochement avec l'achat et la vente de la force de travail. Mais c'est quand même différent. Est-ce que le travailleur vend sa propre personne? Non. Il vaut mieux pas. Hein. Non. Oui, mais sauf que ça existait. Hein. Ah oui. Je vois un point commun entre Barbara et Helmut. Ah bon? C'est Madame Claude. C'est la même chose qui les travaille. Oui, mais malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que non, mais enfin, Malheureusement, ça non, fait des oui, heureux. malheureusement, parce que pour payer ses dettes, admettons des paysans qui sont endettés, etc., ils se vendent et ils deviennent esclaves. Ça existe aujourd'hui. Alors, En justement, Amérique du Sud, Où ils vendent en leurs Asie, enfants. C'est ça. ou leurs enfants. oui. C'est ça. Donc se vendre, c'est l'esclavage. Ah oui. Donc il faut bien être Oui, mais conscient. c'est la seule chose qu'ils ont à vendre. Et c'est ça. Il faut être bien conscient du fait que ça a eu existé pendant des siècles. Pendant des siècles. Non, ça existe encore. Hein. Donc non, la bonne réponse, c'est temps de travail Ouais, mais humain. attention, quand on dit que ça existe encore, beaucoup de gens disent ça, mais ça n'a rien à voir avec la traite des Noirs et l'esclavage des Noirs, avec le fouet derrière et les chaînes. Ouais. Alors beaucoup de gens disent ça assez souvent, que Ça existe encore, malheureusement, ça existe C'est encore. pour minimiser le reste, Le fouet. les 500 les ans chaînes, d'histoire. Ah ça ouais. existe encore. Ouais. Mais basta, c'est bon. Non, mais ça existe. Moi, hier soir, j'ai participé à une soirée. C'est pas pareil, c'est pas Association cambodgienne. l'esclavage qu'il y a eu à l'époque. Il y a une association extraordinaire qui a formé, je crois, 12 000 élèves, quelque chose d'incroyable. Les gamins, ils sont dans les décharges, ils fouillent. Il faut voir. Au Cambodge. Voilà, au Cambodge. Ah ouais. Et les parents,
Parce que le problème, c'est qu'il y a une génération qui a été formée par les Khmers rouges, et il y avait un film extraordinaire où on nous montre donc ces gamins qui avaient 10 ans avec des kalachnikovs et qui deviennent pères de famille et qui sont sans pitié pour leurs gamins, et ils envoient leurs gamins chez des vieux se prostituer. Il y a des gamins qui pleuraient, qui en 10 ans ils ont été interviewés. Donc cette association, elle a pris ça en main. Elle a supprimé la décharge avec l'accord du gouvernement cambodgien, mais ça existe aujourd'hui. Hein, il faut voir. Était-il enchaîné avec le fouet dans le dos? Hein? Oui. Était-il enchaîné avec le fouet dans le dos? Non, là il n'y avait pas besoin de fouet et enchaîner. C'est que pour manger, il y a des gamins qui disent, des fois, pendant 3 jours, on n'a rien mangé. Hein? Non, mais on ne va pas faire un concours. Non, c'est pas ça. Mais il y a des situations. Non, c'est pas une question de Il y a des concours. situations aujourd'hui où quelqu'un est dépendant de Non, quelqu'un on ne peut d'autre. pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Non, mais on ne mélange pas. Mais Non, ça suffit. Non, il faut pas mélanger l'esclavage au sens strict du terme. Oui. Voilà. Non. non, mais il y a l'esclavage industriel dont Mais tu parles. esclavage à une échelle moderne. C'est apparenté. absolument incroyable. Voilà, il y a eu ça. Mais aujourd'hui, l'esclavage, il existe encore sous diverses formes. Oui. Sous diverses C'est formes. moderne ou contemporaine. Oui, voilà, c'est ça. Pas Mais pareil. l'esclavage historique, tu as raison. Ah oui. Ça ne faut pas mélanger les choses. En Afghanistan, oui, des oui. siècles de 3 Non, ans mais qui sont il y avait venus une autre avec considération c'est pas pour sur ensuite l'esclavage dont tu parles, c'est que les colons, d'abord très racistes et sous-estimés, ils estimaient que, par exemple, les Africains, c'était des sous-hommes. Donc, Oui, oui. Et oui, il y Ça avait jouait tout un tas énormément. de choses. Non, Oui, même, ah oui, même oui. pas des sous-hommes, c'était pas des êtres humains. Eh oui. ouais. Faisait des choses comme elles sont. Oui, oui. Ah oui. Oui, mais dans les pays musulmans, de la même manière, si tu n'es pas musulman, si tu es Non, mais ça, africain non, ou ça, bien ça, européen, ça, un autre problème. tu n'es pas un homme aussi. Ça, c'est un autre problème. Ah non, mais il y a eu C'est un un autre problème. esclavage terrible. Ne mélangeons pas les choses. C'est l'être humain en jeu. Donc, Bon, on continue. cette première partie, donc, elle était destinée à poser les notions économiques générales permettant de penser le fétichisme. Je passe maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire les concepts spécifiques au fétichisme que Marx invente ou forge pour penser le fétichisme. On peut partir du spectacle que nous offre le capitalisme, la société d'aujourd'hui. Nous voyons des marchandises partout, des marchandises en permanence, des marques, des collectors, des magasins, des rues commerçantes, des centres commerciaux, du shopping, de l'argent, enfin, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. C'est sur cette réalité forte que s'ouvre le capital, les premières lignes. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste apparaît comme une gigantesque collection de marchandises. La marchandise individuelle apparaissant comme sa forme élémentaire. Voilà. Donc Marx continue. Ce sont les premières lignes. Il y en a comme ça 15-20 lignes qui sont très connues d'ailleurs, très très souvent citées. Bon, nous sommes donc, on va dire, dans une économie de marché et dans une société de consommation. N'est-ce pas ça une religion, demande Vasseur? Une manière de réunir dans un culte, dans des gestes identiques, des brebis consentantes qui souscrivent à un rituel collectif tout en croyant qu'il est issu de leur propre goût. Une sorte de contrainte insidieuse qu'on prend pour un choix libre. Voilà. Le problème de cette vision, de ce spectacle que la société offre, c'est que on revient toujours sur la même idée, c'est que les producteurs sont absents. Il n'y en a que pour la marchandise, que pour les centres commerciaux, etc., etc. Donc, dans tout ce théâtre, hein, ou ce décor, eh bien, tout ce qui domine, c'est la sphère de la circulation, la marchandise, les marchands, etc. Et donc les producteurs sont laissés de côté
ils sont laissés dans l'ombre. Oui. Et là, on voit bien que la société aujourd'hui, c'est éclairant ce que vous racontez là, parce que ce n'est que de la consommation. Oui. Cette société de consommation, l'expression est galvaudée, mais derrière, pour bien comprendre, il faut voir tout ça. Il faut voir tout ça. Enfin, moi, c'est ce que je me dis en ce moment. C'est la résultante de Ouais, tout ça. ouais. C'est la résultante Il de faut tout voir ça. tout ça, et je me demande si on n'est pas arrivé peut-être au bout du bout, quoi, parce que... Alors, Non. Non, non. non, on est ça, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que il y a une domination absolument extraordinaire du monde de la consommation. Ça, c'est clair. Cette domination, elle est arrivée à un niveau absolument incroyable. Et que par ailleurs, dans le monde de la production, on voit bien qu'il est de plus en plus difficile de dégager des marges. Ouais. L'activité industrielle, elle est de plus en plus problématique. L'automatisation, etc., tout ça fait que il devient de plus en plus difficile de dégager des marges. Moi, le terme société de consommation ne me dérange absolument pas en soi. Je ne peux pas faire autrement que consommer. Il faut que je mange, il faut que je consomme, que j'aille au supermarché. La question, c'est plutôt qu'est-ce que je consomme et combien je consomme. C'est une question de quantité et de qualité, hein, parce que être une société de consommation, pourquoi ça serait négatif, non? Bien entendu. Si tu veux, je reformule ce que tu dis là. Je le tords un peu, hein, je le tords un peu. La question c'est qu'est-ce que je trouve sur le marché? Est-ce que je trouve des produits, des marchandises qui correspondent à mes besoins? Ou bien, est-ce que je trouve des marchandises qui permettent aux capitalistes de faire des bénéfices pas possibles? Très bonne question. Oui. Soyons concrets. Est-ce que je vais trouver dans n'importe quelle pharmacie où j'entre tel médicament particulièrement sophistiqué et cher dont j'ai besoin? Eh ben non, on le sait tous. Il y a 2000 ou 3000 médicaments qui sont en rupture de stock en permanence. Peut-être que je me trompe, 2000. Hein. Bon, mais c'est ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que... Il n'y a pas d'adéquation. Parce que il y a des médicaments, les entreprises, il y a belle lurette qu'elles ne veulent plus les produire. Il y a un débat actuellement sur les médicaments où il y a des médicaments qui sont très très importants pour le cancer, etc., qu'on ne trouve plus, et ils mettent sur le marché un autre médicament avec les mêmes molécules plus cher. Ça, en plus avec un problème, j'ai entendu un débat hier, sans savoir les effets secondaires. Parce que souvent dans les traitements, c'est les effets secondaires qui font le plus de... Mais je voulais apporter un autre truc dans le système d'aujourd'hui capitaliste, c'est qu'il y a dans tous les domaines moins de stocks. Oui. Il y a des stocks dans des trucs qu'on veut vendre. Moi je vois dans le bâtiment, avant je pouvais obtenir tout. Maintenant il faut que je commande. Oui, mais ça c'est normal parce que le stock c'est de l'argent immobilisé. Voilà. Non, mais auparavant, j'allais avec mon camion, je prenais tout ce que je voulais. Là c'est fini. C'était le temps idéal. Mais il y a une autre question sur la consommation. J'en ai parlé. Il y a eu avec les Uber, il y a des problèmes dans le système capitaliste. Donc ils sont archi-milliardaires, ceux qui dirigent ça. Bah, je te crois. Mais il y a à Londres et aux États-Unis, dans des villes, qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Que ces salariés Uber, ils sont entrepreneurs, ils ont des faibles revenus, mais ça coûte quand même aux États-Unis, des problèmes d'aide sociale, parce que ces familles-là n'arrivent pas à vivre. Mais en plus, comme ils ont des faibles revenus, ils ne consomment plus. Enfin, ils consomment juste ce qu'ils ont au minimum. Donc, il y a des villes aux États-Unis comme en Angleterre
qui ont imposé la salarisation des Uber. Ouais. Parce que c'est dans le système capitaliste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une rupture. S'il n'y a pas la consommation, je veux dire, c'est le pas système... intéressant pour les capitalistes. Voilà. C'est ça. Je suis en train de dire que les capitalistes sont intelligents puisque ils apportent des masses salariales pour consommer, c'est ce que tu en train de dire. oui. On va voter qu'à Et le problème, c'est qu'ils sont confrontés, parce que même les États-Unis, il y a des services sociaux pour les gens qui sont très pauvres et tout, mais je veux dire, avec des conditions très difficiles, mais ils arrivent à avoir tellement pléthore de gens qui sont dans le besoin que l'État et les gouvernements, etc., différents, ils sont obligés de financer. Donc ça leur coûte. Par contre, le gars qui arrive à produire par son travail, bon, je veux dire, par ses livraisons, s'il arrive à avoir un revenu minimum et qui lui permet de vivre et de consommer, ça fait tourner le système capitaliste. Bien sûr. C'est ce que je voulais dire quand je répondais à Helmut à propos de la révolution numérique, enfin l'automatisation, tout ce qu'on veut, hein, tout ce qui a pour conséquence d'éliminer de la main-d'œuvre, quoi, hein, de la production. Les effets de cette évolution sont ambigus. Bien sûr que à court terme ou à moyen terme, le capitaliste est bien content, puisqu'il achète moins de force de travail. Le capitaliste individuel, il achète moins de force de travail. C'est bien pour lui. Et il va développer son activité. Très bien. Mais au niveau social, collectif de la société, il y a moins d'argent qui est injecté. Voilà. Non, mais il y a des superstructures quand même qui imposent aux entreprises aussi bien de payer des taxes foncières, aussi bien de payer d'autres taxes locales, aussi bien de payer des charges sociales, aussi bien de payer des impôts. Donc, non. Non, mais cet argent est bien réinjecté. C'est-à-dire que 57% de l'argent qui circule en France, c'est de la dépense publique. Donc il y a bien quand même ce circuit financier. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une petite contradiction. Tu disais que les marges des entreprises diminuent et 4-5 phrases après, tu as dit que les profits explosent. Alors il y a une petite contradiction. Quand le gouvernement donne 5 milliards, pas prête, donne 5 milliards à Sanofi, qu'est-ce que c'est? Non, mais il faut... Comme à Carrefour, il licencie. Non, il y a quand même une différence. Il y a le capitalisme dans la production qui est de moins en moins rentable. Moi, je connais même des grosses boîtes qui... Je ne parle pas de Vinci, c'est des multinationales. Mais c'est le capitalisme financier qui fait du pognon. C'est ça. C'est eux. Ils ne produisent rien. C'est des parasites, en réalité. Regardez comment... je crois que c'est ça. Les comptes sont publiés, hein, aussi bien les comptes des grandes entreprises aux États-Unis, en Chine, en Europe. Les comptes sont publiés. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais pourquoi les actions augmentent? Parce que les profits augmentent de manière irrégulière. Ils rachètent leurs actions, les grandes Non, mais firmes. oui, mais avec de l'argent. Mais donc les profits augmentent. Ça c'est pas une opinion. On sait mais attention pour les comptes. Moi j'ai été confronté. Lactalis ne publie pas ses comptes. Ah, pourquoi donc? Moi un jour il y a eu un retard. Les impôts m'ont fait un prélèvement. Pénalité de 2600 €. Et j'apprends que les grosses sociétés qui ne déposent pas les comptes pour que, à la chambre de commerce pour que tout le monde puisse accéder, mais il a payé la même somme que moi. Seulement, il a quelques milliards et moi, j'avais un chiffre d'affaires de 30 000 €. Je veux dire, vous voyez comment c'est le système. Il paye des impôts quand même. Non, mais on ne sait pas exactement. Le détail. Son contrôleur à faire son travail. Je crois qu'on est en train de s'égarer parce qu'au lieu de réfléchir sur ce que Marx est en train d'essayer d'expliquer, c'est-à-dire comment on voit le capitalisme à son époque
ce qui permet, à partir de cette analyse de son époque, de comprendre les mécanismes qui se mettent en jeu. Nous, on est en train d'essayer d'imaginer ce qui se passe aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a eu des impérialismes différents, il y a eu les colonies, et il y a la mondialisation. Et on est en train, en plus de voir un élément nouveau dans cette mondialisation, l'histoire des médicaments. Il n'y a pas simplement le coût de ceci ou cela, il y a aussi le fait que les grosses boîtes, qui sont des boîtes internationales, je ne parle pas des capitaux, je parle de leur système de distribution, mais si c'est plus intéressant de vendre en Italie que de vendre en France, mais ils vont vendre en Italie, ils s'en foutent. Ils produisent ce qu'ils ont. C'est le cas. Et ils le font. Oui, je sais. Mon épouse, je l'ai amenée à plusieurs reprises à Ventimille pour acheter des médicaments qu'on ne trouvait plus ici. Or, elle en a besoin pour tenir. Moi, je crois qu'il faut absolument qu'on essaie de voir le fonctionnement du mécanisme pur. Tout à l'heure, je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, je me disais, c'est pas possible, on est en train de s'égarer à propos de la valeur d'usage, etc. Pensez à un truc tout bête. C'est un homme qui ramasse du bois flotté, qui en fait une œuvre d'art. C'est quoi le prix de cette œuvre? Ben, réfléchissez à ça. Le travail, quel est le temps de travail, quelle est la durée, quel est l'investissement individuel, je veux dire, la formation, etc. Et regardez comment c'est vendu ensuite, comment le marché de l'art. Bon, voilà, je crois qu'il faut qu'on revienne à des petits trucs simples comme ça, pas qu'on commence à raisonner sur ce qu'est notre truc d'aujourd'hui. Ben, entre-temps, il y a le marché de l'art. Il y a des marchands comme Pierre Naon qui était avant, qui sont capables de créer un prix. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plus de talent, qui n'a pas de marchand, ben il... Non mais le marché... Je l'ai dit, j'ai pris cet exemple-là. C'est vraiment... Parce qu'il faut qu'on revienne... Tu parles du fétichisme, le marché de l'art, c'est du fétichisme. Le marché de l'art, Marx lui-même le sort de son raisonnement. Marx dit bien sûr que le marché de l'art ne répond pas à l'analyse. Sur, tout de même, il faut que je réponde à la question des profits et de la baisse tendancielle du profit. Il faut bien, et ça c'est documenté, il faut bien savoir que depuis 50 ans, depuis la fin des années 70, le début des années 80, les profits industriels sont en berne. Exactement. Ils n'ont jamais remonté... Quelle entreprise, par exemple? Non mais globalement, au niveau du système mondial. J'allais poser la même question. Non mais Stellantis gagne très bien sa vie. Stellantis, bon, l'action était 5, maintenant elle vaut 20. L'Oréal. C'est passé. On avait des industries métallurgiques qui plongeaient, et l'Indien, il arrive, il achète tout. Mais oui. Et il ferme. C'est le gouvernement français qui a laissé vendre Usinor, Saint-Silor. Regardez, regardez, le gouvernement, il se vante, il y a 15 milliards qui s'investissent sur 10 ans. En même temps, on ferme une boîte qui fabrique des pièces de voiture. 280 licenciements. Donc il y a ce déséquilibre. Mais ce qu'il y a, et l'entreprise qu'on ferme, elle ne ferme pas puisqu'on ne va plus produire. Elle va produire en Pologne. Bien sûr. Vous voyez les aberrations. Les profits se font en Pologne. Non mais l'économie, ça ne se résume pas à un certain nombre d'activités économiques qui sont sous les feux de la rampe. Ah mais moi je te prends les 100 premières entreprises industrielles mondiales. Il faut reprendre le chiffre que tu donnais tout à l'heure. L'économie, c'est une foultitude d'entreprises, de secteurs d'activité divers et variés, avec des tailles d'entreprises extrêmement différentes les unes des autres. Bien. Alors évidemment, il y a des cas tout à fait sous les feux de la rampe. L'automobile, Airbus, etc. Qui a décliné et qui reprend. Si on prend au niveau des économies
nationale ou mondiale, eh bien, ce qui est documenté, c'est que le taux de profit est en berne. Tu me donneras tes chiffres. Mais oui, Non, mais c'est global. Alors, c'est toi, tu global. prends Ça- des- Non, mais je- Non, mais le débat- les chiffres. Quand Non, non, écoutez-moi, il ne faut pas que ce soit un monologue. Non. Non, mais tu as me des donneras points, tes mais chiffres. je pense qu'il faut continuer. On sait tous que les profits de beaucoup d'entreprises, Total par exemple, Ouais, leur origine elle est financière, Ouais. elle n'est pas du tout liée à l'activité économique. pas du tout. Total qui fait 12 milliards par an, mais il y a au moins la moitié de ces 12 milliards qui viennent d'activités financières. Et l'ensemble des grandes entreprises, il en va de même. Pourquoi on a assisté depuis des décennies à la multiplication des opérations financières? On dit la financiarisation de l'économie et des entreprises. Mais c'est parce que dans l'activité industrielle proprement dite, il devient de plus en plus difficile de dégager des marges. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait les entreprises? Elles se sont reportées soit la délocalisation, nous avons fait de la Chine l'atelier du monde, bien, premièrement, et puis ensuite la financiarisation. C'est-à-dire que les marges que les entreprises réalisent, ce sont souvent des marges réalisées par des opérations financières, de la spéculation. On a une liste longue comme le bras de spéculations qui se sont développées au fil des années et qui ont fini par exploser. Tous les marchés de dérivés. La bulle des produits dérivés, la bulle Internet. Qu'est-ce que tu appelles la bulle des produits dérivés? Eh En bien, 2008, oui. les subprimes, mais ça c'était une escroquerie, c'est pas pareil. Mais non, mais Ah, mais c'est le c'est capital, une ça. bulle. C'est toujours une escroquerie. C'est légal ou pas, mais écoutez, c'est une Ah oui, non, bulle. mais ça c'est depuis l'Antiquité, ça. Oui, oui, ça c'est depuis l'Antiquité. C'est une bulle qui a quand même nécessité, je ne sais pas, 10 ou 15 000 ou 20 000 milliards de dollars pour sauver les banques. Pour rétablir. Bon. En 2001, 2002, 2003, 2004, par là, il y a eu la bulle Internet. Au moment où Google est arrivé. Google arrive juste un peu avant, pof, bulle Internet. Mais Google est arrivé a après, sorti puisque- les marrons, a sauvé les marrons du feu. Et puis il y a eu la bulle immobilière aux États-Unis encore, bien sûr. Dans les années Nous, à 80. chaque fois en France, En nous, Espagne. Alors, on peut voir Selon les le verre, meubles. le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est que l'explosion de ces bulles, c'est quand même bénéfique. C'est-à-dire que. Ça dépend pour qui. Pour qui? Ah, Ça dépend pour qui? Ça dépend Non, pour les qui. balles, bon, Qui achète les maisons Non, non. des Américains, c'est très bénéfique pour le système. Ça, C'est-à-dire tous ça, ces je pense- capitalistes, Pour le système, Non, mais moi, ces je pense- capitalistes qui font de la spéculation, Non, mais- et etc. Non, mais- Quand à un moment donné cette spéculation s'écroule, eh ben, voilà, Non, c'est mais plus retournons, ça. Voilà. retournons Les en bourses, Marx. elles sont Marx, qu'est-ce qu'il dit? Qu'à un moment donné, surtout qu'aujourd'hui, c'est la financiarisation du capitalisme, qu'est-ce qui se passe? Marx, il précisait que la production de richesse se fait par le travail. Aujourd'hui, donc c'est la spéculation, etc. Donc, à un moment donné, Marx l'explique bien, il faut dévaloriser une partie du capital. Mais ça, c'est un processus, c'est pas l'être humain qui décide, c'est le système qui fait que, à un moment donné, il y a des valeurs qui ne correspondent pas à la richesse réelle de la Oui. planète. Ah oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Eh ben, on fait plonger des cracks boursiers, des On situations. développe Ben les voilà, crises. ben oui, ben oui, ça, oui, oui, bien sûr. Ce sont les contradictions. Hein? Ce sont les allez, contradictions. on va clore cette partie du débat. C'est passionnant. Sur les concepts spécifiques au fétichisme que Marx forge, eh bien, il y en a deux. Le premier, c'est ce que Marx appelle la chosification des rapports sociaux. Alors, c'est quoi ce concept? C'est le fait que les rapports sociaux de production où se crée la valeur
dans l'usine, la valeur des marchandises, ainsi que la plus-value d'ailleurs, c'est le fait que les rapports sociaux de production se trouvent invisibilisés par le fonctionnement de la société qui met en valeur le marché des marchandises, les marchandises, etc. etc. Et c'est ça qui attire tous les regards, qui fascine même. La chosification des rapports sociaux, c'est le règne de la marchandise qui invisibilise les rapports sociaux de production. La marchandise prend toute la place. On ne parle que des marchandises. Et les employés ouvriers deviennent des numéros facilement remplaçables. Voilà. Et corvéables. Voilà. Donc le travail humain, on en parle peu. Les rapports, même le rapport capital-travail, que diable, ne parlons pas de ça. C'est un sujet qui fâche. Oui. Les travailleurs, au diable les travailleurs. Les classes sociales, n'en parlons surtout pas. Tout ça est tenu pour négligeable, mais parler de la marchandise, des centres commerciaux, de la dernière invention à la mode, etc., oui, bien sûr. Et une phrase bien connue, tu n'es pas content de travailler chez moi, dégage, il y en a 50 autres qui attendent. Voilà. Véridique, hein, je connais bien sûr, de près. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'elle disait que bien sûr. L'économie américaine n'avait pas assez de chômeurs. Parce qu'en dessous de 4% de chômeurs, ça menaçait les profits. Et voici la citation, une citation de Vasseur là-dessus. C'est, la citation, c'est leur enlever toute dimension de création humaine, toute épaisseur historique, c'est les percevoir comme une réalité naturelle qui est là depuis toujours et le sera toujours. Vasseur en donne un très bel exemple quand il cite Alain Minck, disant « Le marché capitaliste est naturel comme la marée ». Ça, cette formule, elle est extrêmement parlante, extrêmement parlante, parce qu'en plus, Minck, non seulement il chosifie les rapports sociaux, puisque là, franchement, ce qu'on voit, c'est la mer, la marée, mais en plus, il naturalise, puisqu'il fait appel à une comparaison qu'il prend dans la nature. Donc, il naturalise. Quel manipulateur celui-là. Le deuxième concept que forge Marx, c'est la personnification des choses. Alors là, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre sur un piédestal le marchand. Là, cette fois-ci, c'est plus la marchandise, mais c'est le marchand. L'entrepreneur. Le patron. Le financier. Alors même l'auto-entrepreneur, mais bon, les gens en reviennent. Le financier, le trader. La star de football, bien sûr. Bien sûr. Et puis le capitaliste, cela va de soi. Et ce processus de personnification des choses, il redouble et il prolonge le premier de tout à l'heure, la chosification des rapports sociaux. Dans le premier concept, les rapports sociaux sont éclipsés au profit de la marchandise. Dans le deuxième, la marchandise, elle est sublimée, c'est le meilleur mot. Personnalisée. Musk, par exemple. Musk, etc. Donc, par exemple, dans le deuxième concept, je suis obligé d'aller évidemment de plus en plus vite. Dans le deuxième concept, eh bien, on va nous dire ah, vous avez vu le numéro 5 de Chanel? Il vaut mieux le sentir que le voir. Il vaut mieux le sentir que le voir. Le numéro 5 de Chanel. Parole des femmes. Un exemple de personnification des choses. Ça personnifie quoi? Ça personnifie, bon, je sais pas, l'excellence à la française, peut-être. Mais ça rapporte autant d'argent à la France que l'industrie automobile. Voilà. L'Oréal, autre chose, les comparaisons que l'on peut faire entre les hôtels Formule 1 et les hôtels Sheraton.
on voit bien qui est du côté des hôtels Formule 1 et qui est du côté des hôtels Sheraton, hein, hôtellerie populaire, hôtellerie de luxe. On parlait voiture. On peut comparer La Lamborghini avec. avec Renault. Voilà. Moi, je vais La Clio. comparer Avec la 4 chevaux, avec la 4 chevaux. Donc là, la voiture populaire, il y a des gens qui sont plus finaux, plus sophistiqués, qui vont comparer des choses qui peuvent paraître égales pour tout le monde, mais qui vont comparer Audi et Mercedes. Ah, Yes. il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, Audi, ah non, c'est classe. Mercedes, Merck, etc. » Ou l'inverse, hein. Donc, il y a des gens qui vont rentrer dans des niveaux de comparaison, mais qui ne valent que pour eux. Hein. Et finalement, ils se chosifient. Alors, Ah ben oui, mais la chosification des rapports sociaux et la personnification des choses, c'est un ensemble. Oui. C'est un sens ensemble. chosifié. Voilà. Et qui a un jour défrayé la chronique dans ce domaine? Il s'appelle Ségala. Ah, le publiciste. Quelle heure, s'il te plaît? Ces gars-là, ça veut dire les scènes. Alors, ça veut combien? Qu'est-ce qu'il a dit Ségala un jour? Si t'as pas le Rolex. Mais Ah oui, c'est il y a une pas des le phrases les Rolex à plus 50 ans. bêtes que j'ai jamais entendues de ma Celui vie. qui n'a pas la Rolex à Jamais 50 ans, entendu il n'a aussi pas bête. réussi Non, sa non, vie. 50 ans, 50 ans. 50 ans. N'exagère pas. Si on n'a pas une Rolex à 50 ans, Qu'est-ce qu'on On n'a pas Ah oui, réussi ça sa vie. c'est vrai. Parce que moi, quand j'ai 50 ans, je dis à mon mari, offre-moi une Oméga. voilà. Il est Alors- revenu, il m'a dit, la cher. Mais on porte plus de montre. Et on en peut plus Oui, de c'est mots. vrai. Où t'es montré connecté. Je Alors, termine. Par exemple, un des problèmes de Louis Vuitton, c'est d'avoir fait des sacs à 2000 €. Des petits sacs de rien du tout, 2000 €. Et quel est le problème? C'est que c'est pas assez cher. Ouais. N'importe qui peut faire un effort et s'acheter le truc à 2000 Eh €. oui. Alors que, comment il s'appelle, Hermès, il fait des sacs à 10 000 €. Oui. Eh ben, si t'as pas les 10 000 €, ben voilà, tant pis pour toi. Tu vois ce que je veux dire, Les Chinois. C'est pas quelle est la valeur? Je termine. C'est que ça vaut 10 000 €. C'est ça la valeur. Je termine. C'est le fin du fin. Je termine sur une réflexion. Oui. Dans ce schéma, je voudrais m'intéresser, pour terminer, aux capitalistes et aux prolétaires. Bon, je ne l'ai pas mis en question, mon schéma. Hein. Je suis passé un peu rapidement. Mais j'attire votre attention sur un membre de phrase qui est juste au-dessus. Vous ne l'avez pas vu. Il était une fois. Il était une fois les capitalistes et les prolétaires. Il était deux Qu'est-ce fois. que ça signifie? Ça signifie que je crois qu'il faut voir le côté compte dans tout ça. On nous dit, les capitalistes et les prolétaires, mais d'où ils viennent? D'où viennent les capitalistes? T'es bourgeois. Non, des prolétaires eux-mêmes. enfin, Non, mais non, ils viennent d'un processus d'accumulation qu'ils ont conduit, qu'ils ont réussi. Il s'est produit ce processus dans un contexte social, historique, hein, sur des siècles et des siècles. Ben, les prêtres, les guerriers, et puis après les bourgeois. Sur des siècles et des siècles. Mais essentiellement, quelles sont les dimensions principales de ce processus d'accumulation? Je vous renvoie à la conférence sur la formation de l'hégémonie bourgeoise en Europe, mi-15e, mi-18e. Le processus fondamental, c'est Le commerce. l'esclavage, Ah oui, mais c'est. le commerce. la rapine, Oui. Ah oui. la colonisation, Oui. etc. Et l'ouverture du l'ouver- nouveau monde. Le nouveau monde, les grandes découvertes, Bien etc. sûr, ça a Et été tout ce qui a suivi, fondamental. hein, Avant, 2 il y siècles avait ou le 3 siècles. féodalisme, c'était pas Tonne mieux, mais d'or. après. Mais bien sûr. ça, Donc, il ne faut pas... Bon, ce schéma, il a eu son utilité, il a son utilité, mais ne le fétichisons pas. Ne le fétichisons pas. N'en faisons pas un fétiche. Il faut le critiquer. Et il faut
il faut s'autoriser à le hacher menu à la base. À la base. Mais est-ce qu'on peut fétichiser la critique? Ben ça, en tout cas, il faut avoir pour principe de douter de tout et d'exercer la critique à propos du fétichisme. Voilà. Même chose pour les prolétaires. Là, les prolétaires, la question est la même. D'où viennent-ils? Ils viennent, on l'a évoqué tout à l'heure, à propos d'une intervention, ils viennent du processus de prolétarisation 17e, 18e, en Angleterre, en France. Hein. Mais ça, nous l'avons évoqué à Garibaldi avec la projection Le Temps des ouvriers. Donc, ne fétichisons rien. La devise de Marx, c'était douter de tout. Bien. À la semaine prochaine. Demain, il y a une conférence à Garibaldi, l'eau sur Terre et ailleurs, c'est-à-dire sur les planètes.